Jean-Philippe Motondet, bonjour. Bonjour mon cher Guy Samuel, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Ben ça va, toujours très occupé, en train de faire plein de choses. Okay. Donc c'est vrai que, bon, là je suis en train de préparer un départ au Canada. D'accord. Mais bon, là il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs cette semaine-ci, on commence la deuxième semaine de la culture Kamit. Mais ça parle de quoi cette culture? Alors, cette semaine la semaine de la culture Kamit, en fait, c'est un concept. C'est-à-dire que déjà, il y a cette démarche de réflexion que nous avons basée sur le socle de l'afrocentricité. C'est-à-dire la possibilité que nous avons véritablement de nous penser en tant qu'Africains. Ça, c'est vraiment important. Et pas n'importe quel Africain, le Kamit en particulier. C'est-à-dire celui qui prend véritablement comme base de réflexion, tout simplement, le savoir et les acquis de ses aînés le plus lointain. C'est ça qui est important. Et cette semaine de la culture Kamit, en fait, c'est une prise de conscience qu'on essaye tout simplement d'instaurer au sein de la communauté. C'est-à-dire que on s'aperçoit que, généralement, on nous dit il y a beaucoup de problèmes dans le monde noir, de racisme, de discrimination, de problèmes au niveau de l'embauche. Donc vous voyez, il y a toute une série de choses. Et en fait, on s'aperçoit que tout cela ne tient qu'à une seule chose, c'est que tout simplement, au lieu de bâtir notre propre projet civilisationnel, nous faisons du stop sur le projet civilisationnel des autres. Le fameux projet civilisationnel. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si l'Africain a été le premier humain moderne de l'histoire de l'humanité, c'est qu'il a été le premier à bâtir son projet civilisationnel. Vous voyez? Et à cette époque-là, les Africains ne se plaignaient pas de racisme, de discrimination, de quoi que ce soit. Bon. Comment on en est arrivé là? Parce que c'est quand même extraordinaire de voir que quand vous discutez finalement avec les autres communautés, les gens ne parlent pas spécialement de ce genre de choses. Parce qu'ils sont occupés à bâtir leur projet civilisationnel. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des savoir-faire, nous avons des acquis, nous avons donc des sciences qui sont des sciences qui ont été expérimentées, prouvées, attestées par nos grands-mères, nos grands-pères par exemple, qui sont véritablement des postes économiques. Et je prends un exemple. Vous allez dans une pharmacie aujourd'hui, vous avez des crèmes pour la peau. Mais ces crèmes pour la peau sont essentiellement pour les peaux occidentales. Avec ce phénomène de mondialisation, on en est finalement arrivé à prendre une crème qui a été faite pour une peau occidentale et à l'utiliser sur une peau kamite. Et en pensant que finalement, cette crème-là allait nous permettre finalement d'avoir les mêmes résultats que le résultat qu'a la femme occidentale. On s'aperçoit que si le résultat on l'a à court terme, le problème c'est qu'à moyen à long terme, on a un résultat qui est finalement assez décevant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, nous on a une peau qui doit être pas trop sèche, alors que vous avez des crèmes qui ont plutôt tendance à assécher quand même les peaux. Et je dirais la qualité de la peau noire en termes de la vitamine qui a besoin d'un certain nombre d'éléments, ces crèmes-là ne comportent pas les éléments dont nous avons besoin naturellement pour pouvoir donc, nous sentir à l'aise. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que nos grands-mères mettaient des crèmes. Mais ce n'était pas les crèmes Nivea, ce n'était pas ces crèmes-là. Et je n'ai jamais vu une grand-mère se plaindre du résultat qu'elle a obtenu avec la crème. La chose qu'il y a, c'est que la matière première qui était dans cette crème, ce n'était pas la crème Nivea. Donc la question que je me pose est la suivante. Si nous avions utilisé le savoir-faire de nos grands-mères et que nous avions bâti notre propre gamme de produits, développé des savoir-faire, des formations, de l'expertise, des laboratoires basés sur nos savoir-faire à nous, est-ce que vous pensez que la possibilité de souffrir du racisme ou de la discrimination serait possible? Parce que pour pouvoir utiliser le produit, à la base, il faut déjà avoir la peau noire. Bon, pour pouvoir expliquer l'efficacité de cette crème, il faut l'avoir déjà expérimenté. Donc la discrimination va s'installer où? Le racisme va pouvoir s'installer où? Parce que tout simplement, à partir du moment où on a bâti son projet civilisationnel, à partir des acquis et de l'expérience intellectuelle de nos aînés, vous faites voler en éclats toute possibilité d'être discriminé et compagnie. Moi, je prends un exemple des discussions que j'ai avec certains Chinois. On discutait avec des jeunes de la spécificité, par exemple, des Chinois dans l'Hexagone. On a été discuter avec un monsieur, et les jeunes lui disaient, mais est-ce que vous attendez, par exemple, un Martin Luther King chinois pour revendiquer un peu plus, par exemple, votre présence à la télévision et compagnie? Et le monsieur, il dit, vous savez, la télévision, c'est un média quand même relativement intéressant, mais si je vais à la télévision, c'est quand même pour parler chinois, et pour pouvoir montrer la beauté et la richesse de la culture chinoise. Or, le problème, c'est que si nous faisons des démarches pour aller travailler sur TF1, on va se retrouver en train de parler de la Dordogne ou de la Bourgogne, en parlant français. Quel est l'intérêt pour nous? Parce que mon enfant, qui est gamin, qui a vécu, donc qui est né à Paris, moi j'ai envie de lui montrer la Chine, j'ai envie de lui montrer le patrimoine dont il fait partie.
Or, le fait d'être sur TF1 ne me permet pas de le faire. Donc je préfère carrément monter ma chaîne de télévision et lui montrer, voilà la richesse, la beauté, voilà nos postes économiques, voilà ce que nous avons fait, voilà notre histoire, voilà nos anciens rois, voilà notre patrimoine, et lui permettre finalement d'être l'ambassadeur véritablement de cette culture, de ce patrimoine, de cette histoire. Et c'est là où vous voyez la différence qu'il y a dans la démarche qu'on a. Nous, on est dans une démarche... Est-ce que vous faites allusion là à la chaîne de télévision Canal 3 Monde ou pas? Alors, je dirais la chaîne de télévision Canal 3 Monde, qui est le projet qu'on a monté en partenariat avec des investisseurs qui viennent du continent, c'est justement de mettre en avant cette Afrique, c'est-à-dire d'avoir cette même réflexion. Le problème, c'est pas d'être à la télévision. Le problème, c'est d'y être pour faire quoi? Pour parler de qui? C'est-à-dire, si c'est pour parler des autres, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons qu'on parle de nous. Parce que, quand même, dans les médias, on voit bien que les possibilités d'expression sont relativement, je dirais, faibles. Donc on a besoin de médias pour nous mettre en avant. Pas des médias qui vont toujours parler des mêmes choses, de la culture, de la musique. Quand je dis la culture musicale, des danses de ci. C'est important, mais ça ne doit pas occuper quand même 80% de la plage de diffusion de médias. Nous avons des choses importantes, donc il nous faut parler. On a quand même des choses importantes qui se passent dans le monde aujourd'hui, on le voit. Donc il faut qu'on ait non seulement la possibilité de montrer à un jeune, voilà notre patrimoine, voilà nos savoir-faire, voilà de quoi tu es l'ambassadeur, et donner une image positive à ce continent. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, quand je discute avec eux, ils ont une image extrêmement négative de tout ce qui reflète le monde noir d'une façon générale. Et ça, c'est relativement grave. Donc, la fameuse semaine de la culture kamite, c'est tout simplement dire aux gens, en fait, vous vivez dans un monde virtuel. Ce monde virtuel, qui l'a conçu pour vous? Jules Ferry. Jules Ferry a conçu un monde virtuel pour les Kamites. Et le fait d'évoluer dans ce monde-là, effectivement, vous avez le racisme, la discrimination. C'est normal, puisque ça a été prévu à l'avance. L'aliénation culturelle, tous ces mondes-là n'existent que lorsqu'on vit dans l'univers qui a été conçu par Jules Ferry. Mais à partir du moment où on sort de cet univers, on va dans une autre galaxie, qui est la galaxie Kamite, vous êtes, je dirais, constructeur du savoir. Vous êtes à l'origine de la base du système de réflexion. Et là, quand on est à l'origine de la base du système de réflexion, on se dit, mais c'est quand même extraordinaire de voir que ma grand-mère utilisait une crème qu'elle faisait à partir de l'huile carapate. Comment j'en suis arrivé à utiliser l'univers? Parce que le Nivea ne correspond en rien, pour moi, en termes de poste économique. Quel jeune a la possibilité de s'investir, commercialement parlant, dans un savoir-faire traditionnel aujourd'hui? Donc, il faut tout simplement tenir le langage de la vérité. C'est dire aux jeunes, écoutez, il y a une erreur qui a été faite par les aînés. Et c'est cette question-là qui a été posée justement à la dynamique américaine, quand il y avait les Martin Luther King. Il disait l'intégration c'est bien, mais l'intégration c'est pas pour autant perdre notre dimension africaine. Parce que les Chinois ne la perdent pas, les Indiens ne la perdent pas, les Pakistanais ne la perdent pas, les Mexicains arrivent aux États-Unis, ils parlent espagnol. Pourquoi nous serions les seuls à perdre tout? Et finalement à nous tellement perdre tout qu'on finit par se perdre soi-même. Et à être en train de faire la queue pour le RMI, en train de faire la queue pour le RSA, en train de faire la queue. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut changer de système de réflexion. Et pour changer de système de réflexion, il faut montrer que non seulement le matériau existe, donc c'est le cadre de la semaine de la culture kamite, mais que le potentiel est là. Et qu'il suffit simplement de prendre conscience de nous-mêmes et on sortira, je dirais, des problèmes. Et ces fameux problèmes, c'est un peu cet équivalent du Noun dont parlaient nos ancêtres. Alors, concrètement, c'est quoi? La première journée, donc qui est celle du lundi 14, est sur l'esthétique kamite. C'est une journée qui est animée par Christelle Kedi, qui est une spécialiste de la question. Quelle est ma démarche, finalement, dans cet objectif donc, de l'organisation de cette soirée? C'est de dire que quand on parle de beauté, il y a une beauté chinoise, il y a une beauté sud-américaine, il y a une beauté occidentale, mais il y a aussi une beauté africaine. La beauté africaine, elle est spécifique. Mais on ne peut pas prendre un élément de la beauté chinoise pour la calquer sur la beauté africaine. On ne peut pas prendre un élément de la beauté occidentale pour la calquer sur la beauté occidentale. Et puis, il ne faut pas oublier que la beauté est une invention de l'Afrique. Les premières femmes maquillées, les premières femmes, je dirais, coiffées et compagnie dans l'histoire de l'humanité, vous verrez, ce sont les femmes africaines qu'on trouve dans les tombeaux des pharaons, ce sont les Hatshepsut, ce sont les reines Candace, ce sont ces gens-là. Ce sont les filles de Danaus qui ont transmis ce qu'on appelle la beauté aux femmes grecques. Et ça, même quand L'Oréal fait l'histoire de la beauté dans l'histoire de l'humanité, ils sont obligés d'avouer que tout a commencé en Afrique. Donc, comment ça se fait que tout a commencé en Afrique et nous en sommes arrivés au point d'oublier complètement ce patrimoine-là pour prendre le patrimoine des autres? Donc, il faut aussi faire une espèce de mea culpa, c'est-à-dire prendre acte de notre irresponsabilité vis-à-vis de l'histoire, parce que vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas d'économie. Et vous n'avez pas d'avenir. Et vous n'avez pas d'avenir. Vous avez une histoire.
vous avez une culture, vous avez une économie. Parce que les gens disent, mais à quoi ça sert d'étudier l'histoire? Mais à quoi ça sert d'étudier l'histoire? Pour que la culture ne devienne pas un folklore. Parce qu'un folklore ne crée pas une économie. C'est une culture qui crée une économie. Il n'y a aucun peuple qui est devenu puissant commercialement parlant en ayant fait quelque chose qui l'a sorti de sa culture. Les Américains ne savent pas faire la cuisine. Ils ont fait McDonald's. C'est un sandwich, un truc comme à l'époque des cow-boys. Les gars faisaient 2 bouts de pain, un bout de viande à peine cuit entre les deux. Ils mangeaient ça. Vous voyez, donc d'ailleurs, moi, je ne recommande pas la cuisine américaine aux gens. Parce que j'ai déjà vu, ces gens ne savent pas faire la cuisine. Mais ça ne les a pas empêchés que, sur le plan de la cuisine, ils sont devenus leaders mondiaux. Vous avez par exemple les Asiatiques qui maîtrisent la cuisine, leur cuisine à eux en tout cas. Donc ils ont fait une cuisine qui est quand même assez diversifiée et ils en ont fait un poste économique. Mais la cuisine chinoise n'est pas le McDonald's. Vous êtes dans 2 univers différents, mais comme chacun a cru en sa culture, il en a fait un poste économique. Et du coup, tout le monde travaille. C'est-à-dire, peu importe là où le chinois est implanté dans le monde, peu importe là où, je dirais, cet esprit américain est implanté dans le monde, ces gens ont la possibilité de se réaliser. Vous voyez? Donc c'est là où je veux en venir. Je veux en venir que la solution à tout ça, c'est le fait de reconnaître que nous sommes des Africains. C'est-à-dire, quand nous allons cesser de chercher à imiter l'autre, de chercher à chercher en l'autre la modernité, mais que nous allons chercher en nous-mêmes cette modernité, nous allons nous rendre compte que cette modernité, nous l'avons toujours eue en nous-mêmes. Et qu'il ne faut pas aller la chercher à l'extérieur. Parce que la chercher à l'extérieur nous fera qu'on n'aura jamais, je dirais, de leadership économique. Et ça, il faut quand même le savoir. La deuxième semaine, qui est donc une semaine qui est, elle, consacrée, je dirais, à la dynamique des cheveux crépus, je l'ai intitulée « Nos cheveux crépus sont merveilleux ». Pourquoi nos cheveux crépus sont merveilleux? Parce que voilà une chance extraordinaire que nous avons, c'est d'être les seuls à avoir des cheveux crépus. C'est-à-dire que la gamme de produits que nous avons la possibilité de créer ne peut aller que pour nous. Mais pourquoi? Je dirais ceux qui représentent le plus puissant poste économique, nous le nions au point tel que on finit finalement par cacher ses cheveux avec des cheveux asiatiques ou des cheveux en plastique. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le fond? Les Européens qui ont des cheveux lisses ont fait de leurs cheveux véritablement un poste économique. Ils ont des produits de beauté, ils ont des salons de beauté, ils ont des designers de cheveux, ils ont toutes sortes de choses. Vous voyez? Et ce sont les seuls à avoir ces cheveux lisses. Donc, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les cheveux lisses, essayent de les avoir par tous les moyens, même par des moyens extraordinaires. Vous voyez? Moi, je pense que c'est finalement nuire à nos intérêts économiques que de perdre un savoir-faire traditionnel, parce que nos grands-mères avaient une dextérité et des savoir-faire extraordinaires pour pouvoir s'occuper de ses cheveux, mais il y avait aussi des produits qu'elles utilisaient qui permettaient d'avoir un assouplissement extraordinaire. Et ces produits-là, plutôt que d'aller prendre des trucs qui viennent de l'extérieur, nous devrions nous interroger sur comment ça se fait qu'on nous montre des photos de peuples à l'intérieur des terres qui ont des cheveux admirables. Il n'y a pas de problème de gens qui perdent leurs cheveux, les femmes ont les cheveux longs, mais il faut quand même se rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai demandé là à Gillette Le Watt, qui est un cabinet spécialisé là-dessus, au niveau des soins, de venir vraiment mettre en valeur ce savoir-faire de l'Afrique et de la Caraïbe, et de montrer que nous avons la chance extraordinaire d'avoir des cheveux crépus. Et que nous avons encore une deuxième chose, c'est une nature extraordinaire qui nous a donné des produits fabuleux pour pouvoir prendre soin de ses cheveux. Et que cette nature et cette spécificité, c'est un super poste économique qui permettrait aux Noirs de se réaliser partout où ils sont à travers le monde. Tout simplement parce que le savoir-faire des tresses et compagnie viendrait du cœur de nos régions d'origine. Le savoir-faire au niveau des produits viendrait du cœur de nos régions d'origine. Tout ça serait modélisé et la diaspora pourrait utiliser donc, ces produits en créant des salons, en créant de l'activité économique. Bon, maintenant je vous pose la question, comment peut-on être discriminé lorsque la base concerne le cheveu crépus? Il faut déjà avoir le cheveu crépus pour être dans ce milieu-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc la possibilité d'être discriminé ou de faire... C'est nul. C'est-à-dire c'est un truc qui a disparu. Bon. Prenons le cas maintenant du mercredi qui est bâti par Dombi Fakoli sur l'hommage à la femme noire, dont la thématique c'est Femme noire, rappelle-toi. Bon. La beauté est une invention de l'Afrique. Le statut de la femme en tant qu'égale de l'homme, en tant que complémentarité, c'est-à-dire la femme qui est reine, la femme qui est chef des armées, la femme qui gère, par exemple Narmer, son premier ministre était une femme, Narmer qui est le fameux roi qui a unifié la Haute et la Basse Égypte. C'est-à-dire que ce soin, ce design, mais regardez quand même les fresques murales de nos ancêtres, même dans le Sahara, je peux vous montrer dans le Sahara, sur les murs, les vêtements que les femmes portent, mais ça dépasse votre... Mais je dis, mais comment ça se fait que les gens portaient des vêtements aussi modernes?
Et c'est des graffitis sur les murs du Sahara, là, Tassili et compagnie. Mais on est impressionné. Voyez, donc ça montre bien qu'il y a un savoir-faire extraordinaire et que nous devons être conscients que nous sommes porteurs d'un génie africain dans le domaine de la mode, et c'est ce génie-là qui doit être à la base de notre prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est pas aller copier l'autre dans ce qu'ils font. D'autant plus que le corps africain est spécifique. Il y a la cambrure au niveau des reins, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'un vêtement, vous imaginez, un vêtement taillé pour une femme chinoise, vous pensez que ça va aller avec une femme africaine? Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Un vêtement qui a été taillé pour une femme occidentale, ça ne peut pas aller à une femme africaine, il faut quand même être sérieux. Je sais que la mondialisation parle de mondialiser l'économie, de faire en sorte que tout le monde porte les bons vêtements et compagnie. Mais la morphologie du corps ne le permet pas. Et ça, les femmes, je discute avec les jeunes filles, elles-mêmes elles me disent, mais les pantalons de jean ne le vont pas. Donc il y a quand même les trucs taille basse, on voit bien qu'il y a un certain nombre de soucis qui fait que les jeunes filles, quand elles cherchent certains vêtements, elles sont obligées d'essayer plusieurs vêtements pour trouver ce qui convient à la cambrure au niveau du rein. Donc, on voit bien au niveau des reins. Donc, on voit bien qu'il y a une problématique quand même spécifique à ce niveau-là. La journée, maintenant, du jeudi, on a voulu, alors je vais vous dire ça très simplement, voilà. Il y a une chose qui est extraordinaire, donc là, c'est Aline Tacite qui va s'occuper de cette soirée, toujours de 18h à 21h au 18 rue Armand Carrel. C'est la particularité des locks. Alors, il y a un mot qu'on a toujours utilisé qui est le mot dreadlocks. Si vous regardez le mot dread, mais c'est un mot extrêmement négatif. C'est pratiquement les cheveux du diable quand on dit dreadlocks. Voyez? Donc, comment on en est arrivé à prendre un mot, comme on en parlait d'ailleurs avec Aline Tacite, qui était le mot utilisé par les négriers pour déprécier la nature des cheveux crépus africains, on en est finalement arrivé à utiliser ce mot-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir que, vous savez, il y a des pharaons, quand vous allez au musée du Caire, vous avez des pharaons qui ont des locks, mais majestueuses, des choses extraordinaires. Donc il faut sortir de la disquette de Jules Ferry, qui nous a dit que ça, c'est dread, c'est-à-dire c'est négatif, c'est le diable. Il faut voir que c'est une coiffure princière, mais qui requiert des soins particuliers et un savoir-faire particulier. Et c'est de cela dont nous allons parler véritablement le jeudi 17 et le vendredi 18. Le rendez-vous sera avec Aïssata Tonkara, donc du magasin Ethnic Concept à Châtelet-Les-Halles, qui, elle, va parler justement des arômes et des senteurs kamites. C'est-à-dire que les femmes avaient des parfums, avaient des senteurs particulières, vous voyez, toutes ces choses-là qui permettaient justement d'énergétiser positivement l'aura d'un individu. Avec naturellement la magie des turbans, parce que nouer un turban, ça requiert quand même un certain savoir-faire. Il y a des petits secrets qu'on ignore des fois, et c'est bien d'avoir quand même le point de vue d'une professionnelle qui va expliquer comment ça se passe. Donc tous ces ateliers se terminent par des travaux pratiques qui permettent aux femmes finalement de voir comment les choses fonctionnent et de découvrir des secrets qu'elles ne connaissaient pas. Donc vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, en fait, toute la base d'une économie qui permet à un peuple d'exister, nous l'avons, dans le cadre de cette semaine tamique, si on prend que la thématique, par exemple, de la beauté. On aura l'occasion de faire, par exemple, des semaines de la culture tamite sur l'éducation. On changera de thème. Mais en tout cas, sur cette dimension de la beauté, nous voulons simplement lancer comme message aux jeunes générations. Voilà le fond de la réalité. Si nous sortons de la disquette de Jules Ferry, qui nous dit voilà que nous sommes métissés, nous sommes enfin un brouillard extraordinaire auquel personne n'y croit en réalité. D'accord? Parce que je tiens quand même à rappeler que moi, quand je voyage à travers le monde, je vois les ordinateurs qui parlent toutes les langues de la planète. Il y a des ordinateurs où on peut écrire en arabe, des ordinateurs où on peut écrire en japonais, des ordinateurs où on peut écrire en chinois, on peut écrire en anglais, on peut écrire en allemand, on peut écrire en espagnol, on peut écrire en portugais, blablabla. Mais où sont les ordinateurs qui nous permettent d'écrire les langues africaines? Voilà la réalité. Parce que la technicité aussi doit être colonisée. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons aussi une démarche de colonisation de la technicité. Le chinois, quand il prend quelque chose, il colonise à la sauce chinoise. Donc il faut aussi qu'on ait cet esprit de colonisation pour faciliter l'appropriation aussi de la chose. Pour faire en sorte que cette chose-là ne soit pas vue comme la chose de l'autre, mais que ça fasse partie véritablement de notre environnement. Surtout qu'on a été à la base des mathématiques, et les matériaux qu'il y a dans l'ordinateur, on sait très bien que les matériaux viennent de chez nous. Bon. Donc, ça veut dire que la formation s'entend par une technicité et une culture. 50% de technicité, 50% de culture. Si nous prenons 50% de la technicité, nous mettons notre culture, nous aurons la possibilité de faire émerger véritablement un monde kamite. Alors, si j'avais un message
à dire aux jeunes, finalement, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que la possibilité d'exister en dehors de ce que l'on est, c'est une impossibilité mathématique. La première de toutes les connaissances, c'est la connaissance de soi-même, c'est-à-dire de son génie intellectuel, de son génie culturel, de son génie scientifique. C'est à partir de là qu'on a les piliers, véritablement, de son essor économique. Moi, je prends un exemple simple. Un jeune Chinois qui va étudier à Oxford, il sait qu'il y a 50% de technicité, 50% de culture. Donc, quand il arrive en Chine, après avoir étudié, il va prendre des 50% de technicité qui va acclimater avec 50% de culture chinoise. C'est-à-dire que les documents vont être traduits en chinois, il va s'habiller en chinois, il va prier un dieu chinois, et véritablement, il va acclimater, c'est-à-dire coloniser les connaissances qu'il a acquises à Oxford, de manière à faire avancer le projet civilisationnel chinois. Un jeune arabe qui a étudié à Oxford va avoir la même démarche. Quand il a quitté Oxford, il revient dans son pays, Abu Dhabi ou Dubaï, ben, il parlera arabe, il va s'habiller dans les tenues arabes locales, il va véritablement magnifier cette culture, mais il va utiliser la technicité qu'il a acquise pour faire avancer le projet civilisationnel de la région où il est. Qu'est-ce qui se passe avec donc, le jeune noir, malheureusement aujourd'hui? C'est que quand il quitte Oxford, il fait les magasins, il veut acheter les chemises, les pantalons, les chaussures et compagnie. Et quand il revient, il faut montrer à tout le monde qu'il a la chemise d'Oxford, qu'il a la montre d'Oxford et la paire de chaussures d'Oxford. Le problème, c'est qu'au lieu d'utiliser la technicité d'Oxford pour pouvoir faire des chemises chez lui, faire des paires de chaussures à partir du savoir-faire ancestral qu'il avait, hein, qui sort de la disquette de Jules Ferry, qui lui fait croire que les gens marchaient pieds nus, les gens avaient des paires de chaussures, il suffit d'aller dans les musées. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Il va vouloir acheter une paire de chaussures d'Oxford, quitte à la commander par Internet, plutôt que d'utiliser le savoir-faire local, vu qu'il a la technicité, de manière à créer un poste économique à partir d'un savoir-faire, un background culturel qu'il a, pour faire en sorte que dorénavant, on puisse créer une alternative, c'est-à-dire un choix nouveau dans la gamme des paires de chaussures qui seront mises à disposition à travers le monde, c'est-à-dire développer un savoir-faire qu'il avait de par sa tradition, et moderniser ce savoir-faire pour en faire un poste économique. Voilà le fond du problème. Le fond du problème est relativement simple. Tout autant qu'on fonctionnera en faisant du stop sur le projet civilisationnel des autres, nous aurons plein de problèmes. Parce que les autres vont toujours nous mettre à un endroit extrêmement négatif. À partir du moment où nous prenons le temps d'œuvrer pour notre projet civilisationnel, il y a plein de choses qui vont disparaître. C'est-à-dire, beaucoup de choses vont totalement disparaître. Tous ces problèmes de discrimination, de racisme et compagnie, ça va totalement disparaître, tout simplement parce qu'on aura un projet. Sans projet, vous n'existez pas. Et je vais vous dire le plus grand de tous les secrets. Pour avoir un projet civilisationnel, il faut avoir une vision spécifique du divin. Ce n'est pas en priant les dieux extra-africains que vous donnez la chance de comprendre quelle est la nature du projet civilisationnel africain. L'Afrique a été initiatrice dans le domaine de la religion, dans le domaine du sacré, dans le domaine de la tradition spirituelle. Il faut étudier, retourner, je dirais, réouvrir les livres pour pouvoir comprendre comment nos ancêtres fonctionnaient à l'époque où ils avaient leur propre projet civilisationnel. Moi, je vous prends un exemple. Quand nous disons Kamit, Kamit est un mot qui correspond à l'univers civilisationnel de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, vous allez dire africain, mais africain, ça vient des Romains. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les termes que vous allez utiliser. Nègre, noir. Nègre, noir, tous ces termes-là ne viennent pas du projet civilisationnel africain, c'est-à-dire du projet civilisationnel kamite, du projet civilisationnel des Hanou, des Remetou, des Bantous d'autrefois. Parce que eux, ils avaient une terminologie qui correspondait à leur projet civilisationnel. Quand les Indiens ont quitté l'Amérique du Sud pour venir aux Antilles, ils avaient leur projet civilisationnel. C'est pour ça que vous avez des Karukera, des Madinina. C'est-à-dire les noms correspondent à un univers civilisationnel et à un projet. Vous voulez dire que tout à l'heure, quand je vous ai dit bonjour Jean-Philippe, j'aurais plutôt dû vous dire Hotep, Jean-Philippe. Voilà. Hotep, ça correspond à notre univers civilisationnel, à notre projet civilisationnel. Vous voyagez à travers le monde, il y en a qui vous disent shalom, d'autres vous disent salam alaikum, enfin chacun a la façon de faire. Mais nous ne pouvons pas prendre la façon de faire de quelqu'un d'autre et faire comme si nos ancêtres n'en avaient pas. C'est ça le fond du truc. Parce que quand on fait ça, on nuit à sa possibilité de pouvoir se créer une base économique pour pouvoir émerger. L'histoire
forte permet d'avoir une culture forte, permet d'avoir une économie forte. À partir du moment où vous n'êtes pas convaincu de la puissance de votre histoire, vous allez transformer votre culture en folklore. Donc le folklore, c'est quoi? C'est le fait de prendre une feuille de papier, de demander une subvention à la mairie ou au conseil général pour faire une activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le folklore, parce que vous êtes là pour amuser la galerie. Mais de ça, il n'y aura pas de poste économique qui sera créé. La culture, les Américains ne savent pas faire la cuisine. Ils font McDonald's. C'est voilà comment ils transforment un élément culturel qui est pourtant une déficience chez eux en un immense poste économique mondial. Vous voyez? Le tout, c'est pas d'avoir une culture forte ou une culture faible. Le tout, c'est de croire en sa culture. Et parce qu'on croit en sa culture, on aura une économie. Voilà clairement le fond de la chose. Tout le reste n'est que plaisanterie. Et ça, vous allez demander à une mère. Mais quand vous parlez de l'histoire des Noirs à vos enfants, vous parlez de quoi? Je leur mets du coupé-décalé et du zouk et je leur montre 2-3 pas de danse. Vous voyez l'affaire? Et ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai lues dans les magazines, hein, c'est pas des choses que j'ai inventées. Hein. C'est-à-dire, on demande à une maman, hein, la télévision française, les médias français, demande à une maman, mais sur le plan de la culture, qu'est-ce que vous transmettez à l'enfant au niveau de l'histoire? Elle dit, elle met de la musique zouk, elle met de la musique coupé-décalé et elle apprend aux enfants des pas de danse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ça, apprendre à un enfant son histoire et sa culture. Non, quand même, il faut être sérieux. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez faire de ça une économie comment? Puisque vous êtes incapable de voir la puissance de la chose et de pouvoir en créer. Moi, je vais vous donner un exemple. On a des danses où très souvent on remue les reins. C'est-à-dire on remue les reins, on remue les ventres, on est toujours en train de remuer. Cette chose-là, quand elle est analysée par la disquette de Jules Ferry, on dit oui, mais de toute façon, les Noirs, ils sont un peu bêtes sauvages, ils sont un peu machin et compagnie. Normal, c'est la disquette de Jules Ferry. Bon. Mais maintenant, quand vous prenez la disquette de nos ancêtres, les ancêtres disent quoi? Les ancêtres disent que la région où la vie naît, c'est au niveau du bas-ventre. C'est la région de la naissance de la vie. Le fait de remuer dans le sens donc de la rotation des planètes et de l'univers, ça fait que on célèbre le lieu de la naissance de la vie. Et c'est une immense célébration du lieu de la naissance de la vie qui fait que les Noirs, quand ils dansent, ils remuent les reins comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez que vous êtes à deux analyses diamétralement opposées. Donc quand vous avez pris conscience de la portée de la chose, ça vous permet, quand vous faites maintenant des cours, d'enseigner quelque chose qui repose sur une culture, pas sur un folklore. Donc à partir de là, vous prenez conscience que vous êtes garant d'un savoir et d'une tradition qui repose sur une vision spirituelle de quelque chose. Oui. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser à d'autres venir enseigner quelque chose qui repose alors qu'ils ne sont pas issus de cette tradition. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc ça veut dire que, tout simplement, on a des problèmes qui sont des problèmes, ce que je comprends, sociaux et tout ce que vous voulez. Mais ces problèmes-là, nous nous déplaçons avec un monde où ces problèmes ne sont qu'artificiels. C'est-à-dire qu'on nous a créé un monde qui en réalité n'existe pas. Quel est le monde qu'on nous a créé? On nous a créé un monde dans lequel les Noirs n'ont rien inventé, dans lequel les Égyptiens n'étaient pas noirs, dans lequel l'Afrique n'a rien apporté à la civilisation. Et on se déplace avec ce monde-là, et on pense que ce monde-là correspond à la réalité. Nous devons enlever ce monde et le remettre aux gens qui nous ont bâti un monde artificiel parce que ce monde n'existe pas. Et nous devons prendre le monde qu'avaient nos ancêtres, avec leur vision qu'ils avaient, qui est un monde beaucoup plus vaste, qui regroupe des disciplines et des domaines que les autres mondes ne peuvent même pas envisager. Comment faire pour avoir accès au projet civilisationnel Kamit? J'ai écrit un livre, qu'est-ce Kamit? C'est tout. Moi je dis, voilà, très simplement, voilà ma contribution. J'ai écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'être Kamit? Où est-ce qu'on le trouve? Aux éditions Ménébuc. C'est tout simplement donner déjà une base de réflexion. Je ne suis pas rentré vraiment dans les détails parce que je sais qu'il faut susciter la réflexion. Après, on aura l'occasion véritablement de rentrer dans le fond. Mais cette base-là, c'est déjà les piliers, les fondamentaux sur lesquels on doit être d'accord. Vous voyez? Et on doit être d'accord sur quoi? On doit être d'accord sur une chose qui est très simple. Tout autant que nous allons utiliser nos énergies spirituelles, nos énergies physiques, nos énergies mentales, l'énergie de notre intelligence, pour pouvoir faire du stop sur le projet civilisationnel des autres, nous n'existerons pas. La seule condition qui fera qu'on existera, c'est lorsque nous allons tout simplement œuvrer pour mettre en marche notre projet civilisationnel. Voilà la clé. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution. Et dans ce projet civilisationnel, moi je vous garantis que c'est la dernière fois qu'on mettra un produit chimique pour faire de la conservation dans un jus. Parce que si j'avais dit à ma grand-mère
que pour conserver un jus de fruits, on était capable de mettre du produit chimique E280 ou je ne sais pas quoi pour mettre dans le jus pour le conserver, ma grand-mère m'aurait giflé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'envisager de faire une telle chose. Nous avions des méthodes de conservation des jus de fruits qui étaient des méthodes totalement naturelles. Et nous savons le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce que va nous présenter Ethnic Concept. Moi je dis que nous avons la possibilité de développer des jus de fruits dans lesquels il n'y a pas de conservateur chimique. Parce que nos grands-mères savaient le faire. Nos grands-mères savaient même conserver de la viande. Des fois même sans réfrigérateur. Je peux vous montrer des images de l'intérieur de l'Afrique où il y avait des boucheries où on conservait la viande sans réfrigérateur. Et la viande ne pourrissait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que nous sommes porteurs de tradition et de savoir. Et que les gens qui nous font oublier ça, c'est tout simplement pour nous faire aller acheter des réfrigérateurs. Mais ils nous font acheter un réfrigérateur alors qu'ils ne mettent même pas une centrale pour faire l'électricité. Vous voyez, c'est le business pour le business. Il faut quand même être un peu sérieux. Je dis simplement que la modernité, elle vaut que si elle est bâtie sur nos traditions, c'est tout. Le reste, c'est du colonialisme et de l'aliénation culturelle. Jean-Philippe Omotunde, je vous remercie. Otep, mon très cher, à très bientôt. À très bientôt.